Bonjour, bienvenue pour cette deuxième vidéo sur l'algorithmique dans les graphes. Donc là, dans celle-ci, on va regarder quelques définitions de base sur les graphes. Donc tout ce que je vais vous raconter là renvoie aux pages 8 à 15 du polycopier et je vous rappelle que ces petites vidéos ne remplacent en aucun cas la lecture et la compréhension du poly, hein. C'est bien là que l'essentiel du travail se fait en lisant et en reprenant le poly, en refaisant à la main les différentes choses qui sont proposées à l'intérieur. Alors, les graphes, donc je vous rappelle qu'on va travailler sur les graphes orientés ou non orientés. Alors, les graphes orientés, ben, ce sont des sommets ou des états ou des nœuds, hein, les trois terminologies pourront être utilisées, et des arcs, c'est-à-dire des connexions orientées entre les sommets. Donc là, on a un arc entre le sommet rouge et le sommet gris qui permet d'aller du rouge vers le gris. Et puis dans les graphes non orientés, on a aussi des nœuds, des états ou des sommets. Et par contre, on va ici parler d'arêtes. Et ces deux modèles-là se complètent assez naturellement avec des poids sur les arcs pour les graphes orientés ou des poids sur les arêtes pour les graphes non orientés, où on obtient donc des graphes valués. Alors, on reprend dans le détail. En ce qui concerne les graphes orientés, donc ça va se définir sous la forme d'une paire, un ensemble fini de sommets, et puis un ensemble de couples, c'est-à-dire des paires ordonnées, hein, c'est bien le sens du côté orienté, des paires ordonnées qu'on va appeler des arcs. D'accord. Et donc là, on va avoir une notion importante, c'est la notion de chemin. Et donc, on va par exemple avoir un chemin, eh bien, c'est une succession de sommets tels que si je prends deux sommets les uns à la suite des autres, deux sommets adjacents, eh bien, ils sont précisément reliés par la relation grand A, c'est-à-dire qu'il y a bien un arc. Donc j'ai bien un arc entre Q3 et Q2, entre Q3 et Q4, excusez-moi, entre Q4 et Q2, entre Q2 et Q4, entre Q4 et Q0. D'accord? C'est donc un chemin. On va avoir la notion de circuit. La notion de circuit, c'est la même chose qu'un chemin, mais je vais imposer de revenir à mon point de départ. Donc par exemple, je peux avoir Q0, Q1, Q0, c'est un circuit. Et la notion de boucle, eh bien c'est un circuit mais avec une seule arête, c'est-à-dire que le point d'arrivée et le point de départ sont la même chose, mais je n'ai même pas de sommet intermédiaire, j'ai ce qu'on appelle une self-loop en anglais, donc c'est cet objet-là en haut. Donc ça, c'est pour les graphes orientés. Alors, il y a une notion très importante, hein, donc c'est cette notion de chemin, puisqu'on va dire ensuite que un sommet Q' est accessible depuis Q si et seulement si il existe un chemin de Q à Q'. Et ça, on va le noter Q, flèche, étoile, Q'. Donc c'est flèche étoile, hein, c'est la fermeture réflexive et transitive de cette relation grand A. La relation à flèche ici, c'est pareil que grand A. C'est la relation d'arc. Et c'est un certain nombre de fois cette relation, éventuellement 0, donc Q peut être égal à Q'. Et peut-être 1, 2, 3, 4, un nombre arbitrairement grand, mais fini, deux fois, on va emprunter cette transition-là, et puis on va avoir un chemin entre Q et Q'. Alors, ça nous permet d'introduire une notion importante qui est la notion de composante fortement connexe. Donc une composante fortement connexe, c'est un ensemble de sommets, un ensemble maximal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rajouter de sommet. Aucun des sommets qu'on a laissés ne vérifiait la propriété qu'on va avoir là, tout de suite. Et cette propriété, c'est la suivante, c'est que pour n'importe quel sommet que je peux choisir dans grand C, eh bien, donc mes deux sommets UV, j'ai un chemin pour aller de U à V et j'ai un chemin pour aller de V à U. Donc par exemple, en ce qui concerne ce graphe-là, je vais avoir une première composante fortement connexe qui est celle-là, qui contient Q0, Q1, parce que je peux aller de Q0 vers Q1, je peux aller de Q1 vers Q0, mais par exemple, je ne peux pas aller de Q0 vers Q2. Je peux aller de Q2
vers Q0 parce que je peux faire ça, mais je ne peux pas revenir. Je n'ai pas de moyen de revenir de Q0 vers Q2. Et donc Q0 et Q2 ne sont pas ensemble. Par contre, Q0 va être avec Q4 et Q3, lui, la seule chose qu'il peut faire, c'est changer et jamais revenir vers lui. Il n'y a aucun arc qui arrive en Q3 et donc lui il va être tout seul. Donc là, on va dire qu'on a trois composantes fortement connexes dans notre graphe. Et donc ce sera un problème intéressant de rechercher quelles sont les composantes fortement connexes d'un graphe. On verra que c'est pas très compliqué. Parce que c'est en fait les endroits où on peut boucler, où on peut rester, si vous voyez ça comme une certaine forme de mobilité. Lorsqu'on prend les graphes orientés valués, donc c'est la même chose qu'avant, on a toujours un graphe orienté, mais en plus on a une fonction W, une fonction poids, ou une fonction distance, ou un coût, ça va dépendre de ce qu'on va chercher à modéliser, et on va associer donc ce poids, on va associer un poids à chaque arc de l'ensemble grand A. Et on va avoir les mêmes notions de chemin, de circuit, de boucle. Simplement maintenant, on va aussi avoir une notion de poids d'un chemin. Et le poids d'un chemin, ça va être quoi? Ça va être la somme des poids de chaque arc qui compose ce chemin. Par exemple, si je prends le chemin Q3, Q4, Q2, Q4, Q0, le poids de ce chemin-là, ça va être 17, plus moins 14, plus 12, plus 1. D'accord? Et je vous laisse calculer. Lorsqu'on va regarder les graphes non orientés, les graphes non orientés, ça va ressembler pas mal au précédent. Simplement maintenant, ce qu'on va avoir ici, c'est non pas des paires ordonnées, mais tout simplement des paires de sommets, donc des ensembles. Et donc là, il n'y a pas d'orientation. Et on va appeler ça donc des arêtes. Et donc on le note juste par un simple trait. Je peux aller de Q3 à Q4, mais je peux aussi aller de Q4 à Q3. Je vais avoir la même notion de chemin. Et je vais avoir une notion, pour remplacer les circuits, je vais avoir une notion de cycle. Et un cycle, ça va être quoi? Ça va être un chemin qui part de V0, V1, etc., qui prend un certain nombre de sommets, qui arrive à un sommet V4, tel que les deux extrémités sont les mêmes. Je suis bien revenu d'où j'étais parti. Et il va falloir quand même que j'ai au moins 3 sommets à l'intérieur. C'est le sommet le plus simple, le cycle le plus simple qu'on puisse avoir. Ça va être 3 sommets, c'est quelque chose comme ça. Et lorsque un graphe ne contient pas de cycle, un graphe non orienté ne contient pas de cycle, on va dire qu'il est acyclique, c'est une notion importante. Et alors dans les graphes non orientés, on ne parle pas de composantes fortement connexes, mais on parle de composantes connexes. Composantes connexes, c'est en fait les classes d'équivalence de la relation je peux atteindre. Donc j'ai un chemin. Pourquoi est-ce que là on a une double flèche? Parce que dans les graphes non orientés, j'ai pas d'orientation sur mes arêtes. Et donc si je peux aller d'un sommet à un autre sommet, je peux forcément faire l'inverse. Et donc là, si vous prenez par exemple ce graphe-là, il a une seule composante connexe, tout le monde est là. Si par contre je prends ce grand graphe ici, je vais avoir 3 composantes connexes. Celle-là, celle-là et celle-ci. Je vais avoir les graphes non orientés évalués, c'est la même chose qu'avant, je vais augmenter avec ma fonction de coût pour chaque arête. Alors comment est-ce qu'on va représenter les graphes? En machine, comment est-ce qu'on présente les graphes? Eh bien, il y a 2 grandes représentations. Lorsque je prends les graphes orientés, alors je peux soit les représenter par une liste d'adjacences, et l'idée ici, ça va être pour chaque sommet. Donc là, j'ai numéroté mes sommets de 0 à 4. Pour chaque sommet, je vais donner une liste chaînée qui va correspondre, une liste, on va dire, mais c'est souvent présenté par une liste chaînée, comme sur ma figure ici, la liste des sommets adjacents à ce sommet-là. Depuis 0, je peux aller en 1. Depuis 1, je peux aller en 0. Depuis 2, je peux aller en 4. Depuis 3, je peux aller en 0. Mais aussi, je peux aller en 1 et je peux aussi aller en 4. D'accord? Depuis 3, j'ai effectivement 3 arcs qui partent et qui amènent à 3 sommets différents. Ça, c'est une première représentation. Une deuxième représentation possible, c'est une représentation par matrice. On va prendre une matrice booléenne avec des vrais et des faux, et je vais mettre un vrai lorsque le coefficient de ma matrice, qui va correspondre à la jonction entre 2 sommets, par exemple ici, je vais avoir le coefficient qui va correspondre au sommet 0 et au sommet 1, eh bien oui, j'ai bien une arête entre 0 et 1, c'est celle-ci, et je vais mettre un vrai. D'accord? J'ai aussi une arête entre 3 et 0, et donc je vais avoir
un vrai ici. D'accord? Donc j'ai des vrais et j'ai des faux, et c'est ma matrice booléenne. Lorsque je passe au graphe orienté valué, je vais pouvoir étendre ma représentation par liste d'adjacence en ajoutant le poids correspondant à chaque arc ici. Chaque arc va représenter une boîte. Eh bien, j'ai non seulement le sommet d'arrivée, mais j'ai en plus le poids de cet arc. Et je peux faire la même chose pour les matrices, c'est-à-dire que plutôt que de mettre vrai ou faux, je mettrai au lieu d'un vrai le poids de l'arc correspondant, et plutôt qu'un faux, je mettrai tout simplement plus l'infini lorsqu'il n'y a pas d'arc entre deux sommets. Et tout ça s'étend très facilement au graphe non orienté. Je vais avoir une liste d'adjacence, elle sera juste un petit peu plus grande, puisque lorsque j'ai une arête entre 3 et 4, j'ai aussi une arête entre 4 et 3, donc je vais avoir une certaine symétrie dans ma liste d'adjacence. Et pour les matrices, j'aurai aussi là aussi une forme de symétrie, puisque ma matrice ici, le coefficient, ce coefficient-là est forcément le même que celui-ci, etc. Ok. Cette représentation, donc là encore, pour les graphes non orientés évalués, je peux faire la même chose qu'avant pour les graphes orientés évalués, donc rajouter des coefficients, faire une matrice avec des coefficients l'infini et puis le poids des arêtes. Donc tout ça se fait assez facilement. Pour terminer, cette représentation des graphes est importante dès lors qu'on va regarder la complexité des algorithmes. Les algorithmes qu'on va considérer font toujours une hypothèse sur la représentation qu'on va faire des graphes. Est-ce que c'est un graphe par liste d'adjacence? Est-ce que c'est un graphe par matrice d'adjacence? La complexité n'est pas la même. L'espace mémoire pour stocker, par exemple, le graphe, la matrice d'adjacence, il n'y a pas de surprise, vous avez une matrice, ça fait S carré coefficient. Une liste d'adjacence, elle va coller plus à la taille réelle de votre graphe. On va avoir une notation, une taille de linéaire dans le nombre de sommets et le nombre d'arcs. Si je veux tester tout simplement s'il y a une arête entre U et V dans mon graphe, si j'ai une matrice d'adjacence, je peux le faire très efficacement. Je vais juste regarder le coefficient UV et j'ai ma réponse. Lorsque j'ai une liste d'adjacence, les choses sont plus compliquées. Parce qu'il faut que j'aille chercher la liste d'adjacence du sommet U et que je la parcours. Peut-être qu'elle est petite, peut-être qu'elle est grande. Dans le pire des cas, ce sera un grand O de S. Mais pour d'autres problèmes, la liste d'adjacence va être plus efficace. Donc toujours, la morale qu'il faut retenir de ça, c'est que, attention, le coût de l'algorithme, des algorithmes qu'on va regarder, va dépendre fortement de la représentation choisie. Et justement, sur ces questions de complexité, je vous renvoie à la 3e vidéo du cours.